savez, il ne faut plus lire les propos du chef de l'État au premier degré. Interpréter les propos du président Patrice Talon au premier degré vous amène à ne rien comprendre. Le président Patrice Talon, il parle peu et derrière chaque phrase, c'est très lourd, c'est du lourd. Je prends mon cas. En 2016, moi, je n'ai pas soutenu le président Patrice Talon aux élections. On s'en rappelle. Et tout simplement parce que quelqu'un d'autre m'avait fait appel et je lui ai dit à donner ma parole avant d'apprendre que M. Patrice Talon voulait être candidat. On est amis depuis une trentaine d'années. Alors le fait que je ne l'ai pas soutenu, ça a dû le faire mal, c'est humain. Et moi, j'en avais presque honte après. Il a fait sa campagne, il a réussi, et moi, j'ai compris que j'étais foutu pour plusieurs années. Je suis resté dans mon coin. C'est un vendredi soir, il m'appelle. 3 mois après son investiture, je suis allé le voir, et il me dit, bon, j'ai décidé de mettre fin à ta souffrance morale. Une souffrance, je l'appelle Fofo, affectueusement. Je ne souffre pas, tu souffres. À chaque fois que tu passes devant le CNHU, tu aperçois la présidence, tu te dis, ben, si j'avais soutenu Patrice, ben, je pourrais rentrer dans cette maison facilement, mais je ne peux même pas regarder. Il dit, bon, écoute, la République a besoin de toi. Il faut qu'on soit ensemble, que tous les fils de ce pays se mettent ensemble pour le construire. Donc il n'est pas question de penser que parce que tu ne m'as pas soutenu, tu dois rester à l'écart. Bon, pas d'aujourd'hui, on va baptiser cette journée Nouveau Départ. Alors, et je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je prends le cas du président de l'Assemblée nationale. Louis Vlavoun n'a pas fait campagne pour Patrice Talon, le candidat Patrice Talon. Et pourtant, il a désigné, il a certainement soutenu pour être président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le numéro 2 du Bénin, pendant 2 mandats. Il y a un autre ministre conseiller, Jacques Ayadji, était très critique envers Patrice Talon. Il n'a pas hésité à le nommer aujourd'hui ministre conseiller. C'est pour vous dire que le chef de l'État, Patrice Talon, il faut éviter dès qu'il dit un truc, on saute là-dessus pour dire « Ah, non ». Par contre, autant le pardon lui est facile lorsqu'il s'agit de sa personne, autant sur des questions liées à la République, à la survie de notre pays, il se montre plus rigoureux. Donc, il faut faire la nuance. Monsieur Janvier Yawédi, pourquoi devrait-on espérer un pardon si dans le jeu politique, je suppose qu'à l'époque, vous n'avez pas soutenu Patrice Talon en tant que candidat sur vos propres convictions? C'était du fond de votre cœur. Non, c'était pas de la tricherie. C'était pas une trahison. Oui, en fait, vous étiez convaincu qu'il n'était pas le bon. Non, c'était pas parce que j'étais convaincu qu'il n'était pas le bon, c'était parce que j'avais déjà donné ma parole à un autre ami, avec qui j'étais moins ami qu'au candidat Patrice Talon. Mais le seul fait d'avoir dit à l'autre, ok, je te soutiens, parce qu'à l'époque, je ne savais pas qu'il était candidat. Mais après, quand il s'est déclaré, je ne pouvais pas non plus abandonner l'autre. Donc, vous nous conviez à comprendre que la formule utilisée par le président de la République dans des circonstances, dans une circonstance particulière, à savoir que le pardon pourrait constituer une faute, c'est lié aux questions éminemment importantes de la République. De la République, quand il s'agissait du pays, chaque fois qu'il s'agit du pays, en fait, il se montre intraitable. Nous allons essayer de corriger ce qui a été détruit et faire mieux. Effectivement, tous ceux qui insultent le président Talon aujourd'hui, ils sont à 80% auteurs des malversations. Ils ont des casseroles. Ils ont des cadavres dans leur placard. Si le président Talon n'avait pas, il n'est pas dit qu'il ne va pas revenir là-dessus, tout le monde peut revenir là-dessus, et même s'il ne revient pas là-dessus, moi je reviendrai là-dessus. Donc, effectivement, fermer les yeux sur des erreurs, à un moment donné, peut constituer une faute.
Mais quand cette expression avait été lâchée, c'était notamment dans les dossiers de Joël Ivor, Éric Madougou, où on avait demandé au chef de l'État sa clémence pour voir ce qu'il pouvait faire dans le cas de ces dossiers. Des histoires de tentatives de coup d'État, pour mettre en péril le système constitutionnel, on ne peut pas s'amuser avec, par contre. Là, c'est la vie de la République qui est en danger et qui est en jeu. C'est différent. Sur la question engageant le destin du pays, donc Patrice Talon se montre intraitable. Il n'est pas forcément prêt à pardonner, sauf à ce que le pécheur a écuvé les sanctions liées à son crime et peut-être après envisager une éventuelle rédemption. Chiche. Mais autant que Yarouidéou, d'autres comme Maître Alain Oronla qui défendait bec long et critiquait, fustigeait Patrice Talon et défendait Adiavon, Sébastien, il lui a fait appel, il a associé à sa gouvernance, autant qu'il a fait avec Maître Adrien Oumbédi, qu'il a associé à des réformes politiques qu'aujourd'hui, Maître Adrien Oumbédi, il critique comme étant liberticide. Et autant qu'il critique la gouvernance du Talon comme une gouvernance d'exclusion. Vous avez suivi sa sortie. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Vous savez, j'étais sûr que cette question viendrait sur ce plateau. Vous savez, juste pour illustrer, il y a une émission célèbre qu'on appelle Bébête Info sur une radio de la place. C'est pour rire, mais pour dire du sérieux. Et vous savez, Bruno Amoussou, je l'avais baptisé Davolabome. Biochane, c'était Petit B. Mathieu Kérékou, c'était Demi-Dieu, etc. Mais à Massé, vous savez, je l'avais appelé, c'est le Rumbedi, je l'avais appelé Amassé. Amassé, et dans notre langue, c'est un serpent à deux têtes. Vous voyez la tête là-bas, vous pensez le prendre par la queue, mais en fait, l'autre tête est là. Donc, je dirais que c'est une bicéphalie. Et en 2003, lorsqu'il a quitté le gouvernement, j'avais réalisé un petit documentaire. J'ai amené le CD. Et c'est le destin d'une feuille morte. Adrien Oumbédi, le destin d'une feuille morte, où l'emporte le vent. Je vais essayer de remettre ce truc pour que les gens puissent rigoler un peu, mieux connaître Adrien Oumbédi. Mais ça sur les réseaux sociaux. Pour que ceux qui pensent que les jeunes, parce que là je vous parle de 2003, avec 22 ans aujourd'hui, que les jeunes qui n'étaient même pas nés connaissent mieux Adrien Oumbédi. Donc, moi je pense que il vaut mieux qu'on parle de choses sérieuses. Parce que Adrien Oumbédi est capable, il a cette facilité à revenir sur ses propos. Même dans 3 mois, il est capable de dire le contraire de ce que vous avez entendu. Donc ça ne sert à rien du tout de prendre ses propos au sérieux. On parle de quelqu'un qui est bien âgé, qui est un poids lourd. 3 fois président de l'Assemblée nationale. C'est tout ce que Maître Adrien Oumbédi vous inspire? Le défaut d'Adrien Oumbédi, c'est son incapacité à être stable. S'il était une femme, il aurait changé de mari 4 fois. Est-ce que ce n'est pas le propre des politiques, Janvier Yaouidéou? Vous aussi, vous étiez critique envers Patrice Talon, mais aujourd'hui... Non, je n'ai jamais été critique envers Patrice Talon, par contre. Jamais. Jamais. Mais critique vis-à-vis de certains de ses proches. J'ai été... Qui est impliqué dans des dossiers. C'est différent. Et vous voulez parler d'Olivier Bocor. Pour ne pas le nommer. Mais Patrice Talon n'était pas trempé dans affaires matérielles agricoles. Du tout. Sinon, je l'aurais dit, je l'aurais cité. Olivier Bocor, oui, c'était faux, il aurait attaqué, hein, et j'ai les preuves. Je ne parle jamais sans preuve. Je ne parle jamais sans preuve, et je vous affirme que ce monsieur, j'ai les preuves. Mais
En même temps, réagissant justement à ce procès, lorsqu'il recevait les membres du grand parti UPR, justement, revenant à Maître Adrien Humbedi, il considère que ce procès est le prolongement, la conséquence, pour paraphraser ses propos, de la politique d'exclusion, d'une gouvernance d'exclusion et de loi liberticide. C'est comme ça qu'il considère l'affaire. Quelqu'un lui a... Donc sa sortie est tout sauf un non-événement, tel que vous semblez vouloir... Quelqu'un, je ne sais pas si c'est pas le ministre du Conseil Badamassi qui disait, mais la loi sur le numérique, il était président de l'Assemblée nationale lorsque ça a été voté. Et le Bénin fait partie des premiers pays à voter une loi pareille. Et beaucoup de pays par la suite ont eu à faire parce que le numérique, c'est beau, c'est agréable, mais c'est dangereux. Donc ne pas l'encadrer, ça peut entraîner des désastres monstrueux. C'est pour ça que ça a été amené. Et alors aujourd'hui, lui, Humbedi, qui était président de l'Assemblée lorsque ça a été voté, critique, ça démontre l'inconstance du monsieur. Ça signifie que lui-même, il ne sait pas ce qu'il a voté. Mais sa sortie, même si on considère que Humbedi c'est une girouette qui fait des pirouettes politiques par moment en fonction des circonstances, cette sortie n'est cependant quand même pas anodine. Certains considèrent ça comme une sorte de conspiration, notamment qui pourrait fragiliser le camp présidentiel, parce que son ancien parti PRD n'est pas un petit morceau dans le bloc présidentiel. Est-ce que cela ne pourrait pas fragiliser justement le grand parti UPR et donner des soucis du fil à retordre au plan électoral? En politique, on cherche toujours à faire de l'addition. C'est le mot, c'est l'expression courante. Et personne n'aurait voulu voir le président Humbedi et son parti politique, le PRD, quitter la mouvance. Personne. On ne souhaite pas. Mais lui-même sait, avec le nouveau code électoral, et même avec l'ancien, son parti politique, le PRD, ne peut plus avoir des députés. Même avec l'ancien code, n'a pas pu totaliser 10% sur le plan national. Il y a moins de 5%, je crois bien. C'est pour ça qu'il n'a pas pu avoir de députés à l'Assemblée. Alors, par conséquent, aujourd'hui, qu'il prenne le risque de quitter la mouvance, ça ne l'arrange pas. Et même, avec ces 5%, il rejoignait l'opposition, c'est-à-dire les démocrates, ça ne donnerait rien du tout. Il n'y aura pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Donc, j'espère que l'intelligentsia politique qui entoure Humbedi le conseillerait pour qu'il ne franchisse pas, qu'il n'aille pas vers cette nouvelle aventure. Mais ce n'est pas mathématique, vous savez, les situations politiques. Ça peut changer à tout moment. Mais ce n'est pas évident. Vous vous rappelez, en 2016, la machine lourde du côté de l'ancien président Yahya, qui aurait souhaité que ce soit son dauphin qui l'emporte, avec tous les partis qui l'entouraient, on considérait que la question était pliée, et pourtant, un Patrice Talon, il sort de l'exil, il n'avait aucun parti pour le soutenir, il renverse la vapeur. Mais tout est possible en politique. Dans le cas actuel, la malchance de Humbedi et même de l'opposition, c'est l'évidence de la réussite du mandat du président Talon. Le vrai problème de la mouvance, c'est ça. Le bilan. Le bilan. Il faut que les politiciens qui s'agitent comprennent l'âme d'un peuple. Je me rappelle, en 2000, je crois que c'est en 2011, mais tous les hommes politiques s'étaient entendus pour faire tomber Yahya Boni, candidat. Mais le peuple voulait de Yahya Boni. Mais lorsque tu réunis la foule pour dire Yahya Boni n'est pas bon, tu applaudis. Moi-même, je réunissais du monde et je dis, oui, il va partir. Yahya Boni ne vaut rien, il va partir. Je parlais de lui, il a volé, il sait ses services, machin. Tout le monde trouvait qu'il fallait faire partir Yahya Boni. Mais le jour du vote... Enfin, pas tout le monde, c'est la foule de circonstances. Oui, la foule de circonstances, c'est ce que je dis. Elle dit, oui, je dis, mais si Yahya Boni dit, je soutiens, etc. Mais le jour du vote,
dans mon propre bureau. Vous avez été battu. C'est-à-dire que au moment où Yaya Boni était à 300 voix, tous les autres étaient à 20, 10, 20, 10. Monsieur Jean-Louis Donc c'est pour vous dire qu'il faut se méfier des effets de foule. Ce n'est pas parce que lorsque Yaya Boni aujourd'hui se balade, on voit les foules, que cette foule est d'accord avec. Les gens savent l'impact du bilan du président Patrice Talon sur leur quotidien. Donc, quel est le peuple est-ce que vous connaissez un peuple où le peuple ne râle pas? On ne râle pas contre son président, ne râle pas contre la gouvernance. On râle toujours, quel que soit le pays que vous voulez. C'est vrai, au début, juste à l'arrivée du président, c'est tout beau, mais après 1 an, 2 ans, on râle. Ce n'est pas parce qu'on râle qu'on est contre le président. Et on aurait souhaité mieux. On aurait souhaité oui, mieux. chacun... En tout cas, que midi sonne à notre porte. Et aujourd'hui, et encore, on râle parce qu'on n'a pas l'argent, Patrice, on n'a pas l'argent et tout, mais les gens intelligents savent que les difficultés actuelles, ce n'est pas provoqué par la gouvernance de Patrice Talon. Sur les propos de Maître Adrien Rombedi, si nous mettons un peu de côté sa personne, que vous qualifiez avec des mots assez durs, ce qu'il a dit, les critiques qu'il a formulées à l'endroit de cette gouvernance, est-ce que c'est parce qu'on est de la mouvance qu'on ne peut pas critiquer, qu'on ne peut pas dire certaines choses? Il a parlé des prisonniers politiques, il a parlé d'exclusion, il a parlé des exilés. Est-ce que tout ceci n'existe pas, à votre compréhension des choses? Est-ce que dans une république, il y a des gens qui sont exemptés de prison? Lorsque quelqu'un vole un vélo, il vole une moto, on l'emprisonne. Est-ce qu'on va dire demain, il faut le sortir parce qu'il est le fils du DAR? Mais non. Beaucoup d'autres, dans ce même contexte, Patrice Talon parle d'un passé honteux. Vous mettez tout cela dedans? Mais le passé honteux, mais moi j'y mets beaucoup de choses. Dites-nous. Dans ce pays, la douane a arrêté un ministre à l'aéroport avec une somme de 900 millions. Le peuple s'écrie et le chef de l'État vient gaillardement à la télévision. Il dit, mais pourquoi vous parlez de ça? Quelqu'un a perdu son argent. C'est pas honteux ça. Parmi ceux qui s'agitent aujourd'hui, les villas Sensat que vous voyez là, les gens n'ont pas acheté. Les terres ont été distribuées aux copains. Des terres qui valent des centaines de millions ont été distribuées, offertes aux copains. C'est pas honteux. Mais ces pratiques qui font de ce passé honteux, vous êtes sûr que ça n'existe pas aujourd'hui? Nous avons vu des procès à la criette. Est-ce que vous vous rappelez? J'ai un autre exemple à vous donner. Nous avons, avec le renouveau démocratique, nous avons réussi, comme disait le professeur Devoe-Djiré, avec la fatalité. Nous sommes passés de Cototrou à Cotopavé. Et un monsieur est venu, un homme, je dirais, providentiel, qui s'appelle Nicéphore Soglo, qui en 5 ans a redressé ce pays. Et on est passé, si je prends le cas du coton, on est passé de 90 000 tonnes en 1990 à plus de 350 000 tonnes en 1996. Le Bénin a changé. Ou amorcer son changement. Ou amorcer son changement. Le monsieur a tellement travaillé qu'on a surnommé... Maçon. Non, ça c'est bébé Trifo. Il est devenu Hercule. Mais par quel phénomène les Béninois ont pu chasser un président du genre pour ramener la mafia au pouvoir? Et les Béninois ou les acteurs politiques? Et les acteurs politiques, bien sûr. Et lorsque ces gens ont repris le pouvoir,
C'était exactement comme un scénario d'un mauvais film fantastique qu'on aurait pu titrer La Mafia. Nous sommes de retour. Tout de suite. Vous vous rappelez de la SONAPRA? Sous Soglo, la SONAPRA contribuait au quart du budget national. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette SONAPRA-là, je me rappelle, on produit le coton. On n'achète pas le coton. Les copains du chef de l'État vont prendre le coton à 0 francs à SONAPRA, ils vont vendre et les plus sérieux viennent retourner les sous après. Mais il y a un monsieur qui, à lui tout seul, a acheté pour 14 milliards à la SONAPRA, n'a jamais payé, jusqu'à aujourd'hui. Et pour sauver la campagne, le président Yahya Boni a dû décaisser 11 milliards du trésor public pour pouvoir payer les transporteurs et autres et sauver la saison. Est-ce que vous vous rappelez, quand pour couvrir le vol, le bureau du ministre, on l'incendie. Le bureau du directeur financier, on l'incendie. Vous parlez du ministère de l'Agriculture. Du ministère de l'Agriculture. On l'incendie pour faire disparaître toutes les preuves. Et vous vous rappelez, nous avons réussi, nous avons eu l'intelligence nous avons réussi à soulager les caisses de la SONACOP de 16,6 milliards dans ce pays. C'est-à-dire que si... Et lorsqu'on a fini de faire tout ça, on est passé d'un pays qui décollait et on revient à un pays qui recule. C'est pas honteux? Pour moi, c'est honteux. Donc, nous devons prendre conscience. Donc, le fait de dire passer honteux, on peut l'apprécier de mille manières. Alors, il y a dans l'actualité, on l'a évoqué, on l'a annoncé en introduction au seuil de ce plateau, la question d'un troisième mandat, disons-le, inconstitutionnel, qu'on prête potentiellement à Patrice Talon. Et d'ailleurs, au-delà de la suscitation de candidature de Olivier Bokor, c'est un motif subliminal insinué par Oswald Omeki, alors ministre au gouvernement, pour acter sa rupture de banc avec le magistère de Patrice Talon. Aujourd'hui, le pays est traversé par trois courants, les suspicieux légalistes, les velléitaires, les tenants d'une nouvelle république potentielle suggérée par la modification des dates du processus électoral, notamment la date de prestation du serment du chef de l'État. Le camp ou l'entourage du chef de l'État est-il ainsi marqué aujourd'hui, monsieur Yahoudou? Est-ce qu'il y a une polarisation, un camp pour oui, il faut que Talon essaye la chose, un camp qui n'est pas du tout favorable et un camp qui se dit, bon, pourquoi pas peut-être au bout d'une potentielle nouvelle république qu'aurait validé la Cour constitutionnelle. Et vous êtes dans quel camp? Il n'y a pas de camp. Vous savez, d'abord c'est un sujet, le sujet que vous évoquez, c'est un sujet plutôt pernicieux. Et je vais donner moi mon avis en séparant ma position, l'avis donc du ministre conseiller et du chef de l'État que je suis, de l'avis de Janvier Yahoué. Je préfère. Mon avis personnel, je vais vous le donner. Il faudrait que notre Afrique se réveille. Enfin. Vous voyez, dans les années 70-80, il y a ce qu'on appelait le tiers-monde. Le tiers-monde était composé de l'Afrique, de l'Asie. Et de certains pays de l'Amérique latine. Aujourd'hui, l'Afrique est la seule pauvre. En d'autres termes, si on devait parler encore de tiers-monde, il n'y a que l'Afrique qui soit dedans. Pourquoi? Et au même moment, la Chine est devenue une grande puissance. Le Japon, idem, l'Inde et tout ça. Et on doit se poser des questions. C'est quoi le lien avec mais en même temps, les États, figurez-vous que
la Chine soutient indirectement les États-Unis financièrement. Parce que les États-Unis émettent ce qu'on appelle les bons de trésor pour financer sa dette. Vous savez, la Chine, en 2013 par exemple, la Chine a détenu environ 1300 milliards de dollars de dette américaine. Voyez-vous, cette Chine ne connaît pas de démocratie. La Chine a choisi son modèle. En Chine, il parle de socialisme à la chinoise. Le président qui est là, tant qu'il respecte les règles établies, il peut rester là de façon indéfinie. Tant que le pays avance, quelle est l'utilité de changer d'être? Ce système de haut toit de là, je m'y place, il faut arrêter. Mais en même temps, monsieur, à ceci près que les Chinois aussi revendiquent une forme de démocratie. J'y étais avec Eric, où des représentants du PCC, le Parti communiste, admettaient que la Chine aussi a inventé sa forme de démocratie. Démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Parce que lorsque même le dirigeant, il a peut-être la possibilité, le privilège de poursuivre, de se maintenir, mais c'est à l'aune de ses performances, de ses résultats. Parce que le peuple, à plusieurs niveaux, gradation, a la possibilité de démettre un dirigeant qui se montre, par exemple, corrompu. Il fut une époque en Chine, où ils étaient littéralement guillotinés ou fusillés, ceux qui étaient convaincus de crimes contre le pays. Donc, il y a une manière d'organiser le pouvoir du peuple en Chine qui permet de contrôler ou d'influencer le pouvoir. Exact. Et vous rejoignez en fait mon point de vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque peuple doit adapter sa constitution en fonction d'une orientation de développement. Nous... C'est aujourd'hui que vous sentez ce besoin? Attendez, nous... En 1990, nous avons calqué, lorsqu'on a voulu faire partie du système Mathieu Kérékou, tout ce qui pouvait nous permettre de le faire partie, on était prêt pour, à l'époque. Donc, nous avons trouvé que il y avait un ras-le-bol. Est-ce qu'on avait vraiment pensé? Je ne pense pas réellement. C'est-à-dire qu'il fallait que lui parte d'abord, après on verra. Mais aujourd'hui, nous devons repenser notre marche dans le monde. Nous devons repasser à l'évolution, à la marche du Bénin vers son destin dans le temps. Parce que on ne peut pas continuer par respirer et par raisonner par rapport aux colons. Quand même. Monsieur Jean-Louis Yawédéo. On est suffisamment âgé pour concevoir nous-mêmes. Et moi, le modèle chinois interpelle. Moi, j'ai envie que mon pays... Nous avons l'habitude d'inventer, d'innover. Le Bénin, c'est le Bénin qui a amené l'histoire de conférence nationale. C'est le Bénin qui a amené l'histoire de Sénat. Lorsqu'il y a eu notre renouveau démocratique, il y a eu la création de la Sénat, etc., conférence nationale. Mais d'autres pays nous ont imités. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé sous les Souba au Congo, on s'est retrouvé en 90 avec la CENI, machin. Vous voulez qu'on invente quoi maintenant? Vous voulez qu'on invente quoi? Un système long? Moi, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que veut le Béninois? C'est-à-dire que on avance de 10 mètres, on doit reculer de 50 mètres. C'est pas possible. J'ai envie de vous dire quelque chose. J'ai envie de vous dire quelque chose, s'il vous plaît. C'est le mari d'un parent. C'est un Français qui a l'habitude de venir voir la belle famille, qui a mis 4 ans avant de revenir. Il me voit, ça fait à peu près 8-9 mois, et il dit, mais Janvier, votre président, vous êtes sûr que c'est un homme, celui-là? D'abord, j'étais choqué par la question. Je dis, mais non, c'est un extraterrestre. On ne peut pas construire un pays de cette manière en si peu de temps. Alors, et c'est quand il s'est expliqué, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Mais on ne peut pas avoir la chance d'avoir un bâtisseur. Dieu seul sait si ce monsieur dort. D'accord. Et c'est ça qui vous a inspiré votre réflexion avec cette comparaison à la Chine, système chinois. Oui, c'est-à-dire que
Alors, si nous remontons un peu en arrière, vous aurez dit la même chose pour Yahi Boni Jamais. Et pourquoi? Jamais. Mais attendez. Alors, comment on fait alors dans ce cas de figure? Tous les scandales que j'ai dénoncés, c'est sous qui? Très bien. Alors donc vous comprenez le risque, la raison fondamentale pour laquelle un peuple ne peut pas confier son destin à un homme qui bénéficie d'un système qui lui donne la longévité au pouvoir ad vitam. C'est-à-dire qu'il emprisonne ce peuple. J'ai expliqué. Dans une impasse. Le système chinois est exceptionnel. Vous êtes là, celui qui va vous défaire, ce n'est même pas le grand monde, c'est le parti politique qui vous retire sa confiance. Et c'est un grand parti politique. Le joue parce que vous faites mal. Mais tant que, ce que je dis, c'est que tant que le président de la République fait bien, pourquoi le remplacer? C'est ma question. Est-ce que la problématique que vous posez, cela sous-entend... Oui, il n'y a pas que la Chine. Est-ce que cela sous-entend l'expression d'un regret de voir Patrice Talon partir? Ah oui, moi je regrette. Je regretterais amèrement son départ. Vous regretterez son départ, mais je présume que vous n'irez pas jusqu'à l'encontre, à contre-courant de sa propre décision, son propre désir de ne pas tenter une mésaventure anticonstitutionnelle par un troisième mandat. J'aurais souhaité vivement que même si le président Talon partait, que le système qu'il a mis en place perdure. Ce n'est pas la personne du président Talon qui me préoccupe. Vous voulez parler des institutions, de l'organisation? L'organisation mise en place. De l'État? Il faut, si on regarde, vous voyez, le Bénin aujourd'hui est exactement dans la position d'un avion qui décolle. Alors, M. Jean-Marie Yawelou, si vous ne laissez pas cet avion se stabiliser et vous demandez au pilote de redescendre, ça va cracher. Et nous sommes dans une position aujourd'hui, dans une situation où le Bénin a pris de l'envol. Alors, on voudrait, comme l'a dit Eric, suggérer Eric, parce que c'est très important. Vous avez émis des souhaits ou peut-être des regrets de voir les pays africains comme le Bénin adopter des prêts-à-penser politiques comme la démocratie à l'occidentale et de ne pas réinventer un système politique qui assure, parce que je crois que c'est le fond de votre pensée, une certaine stabilité qui garantisse la durabilité de gouvernance qui profite au pays. Soit, quand on a fini de dire ça, est-ce qu'on doit vous soupçonner d'être partisan d'un maintien de Patrice Talon contre les prescriptions constitutionnelles actuelles? Le président Talon n'est pas demandeur. Je présume qu'il doit être agacé aussi. Il n'est pas demandeur. Vous savez, dans tous les pays où c'est arrivé, c'est l'expression. Non, il n'est pas demandeur. Il n'est pas demandeur. C'est-à-dire, d'abord, il est... le seul souci, quand j'échange avec lui, son souci, c'est comment faire pour que toute l'avancée en termes de développement de notre pays ne soit pas remise en cause. Alors, comment on peut avoir ce genre de soucis si depuis 2016, on a travaillé à bâtir un système? Patrice Talon n'est pas confiant en ses proches, en ses collaborateurs? S'il a si bien travaillé, son départ ne devrait pas poser de problème. C'est-à-dire qu'en son sein, il a sans doute aussi travaillé à préparer l'après-lui. Est-ce que vous n'avez pas compris mon souci? S'il arrive, certainement qu'il le fait, s'il arrive à mettre en place un système qui ressemble un peu à la manière dont fonctionne le système chinois, de sorte que lorsque tu es dans le système, tu ne peux pas voler, tu ne peux pas faire des conneries, tu ne peux pas... Et tu restes dedans, c'est comme un habit taillé sur mesure, tu es obligé. Le primat du respect du bien public et de l'intérêt général. Lorsque c'est bien tracé, le chemin est bien tracé, on n'aurait pas peur du départ de Patrice Talon. Mais ma peur, c'est qu'ils partent et que ce qui nous est arrivé après le départ du président Soglo nous arrive. Vous avez peur d'un accident sur la trajectoire de développement, d'émergence
du Bénin, qui a d'ailleurs quitté le rang des pays PPTE, pays pauvres très endettés, au statut de pays en émergence. Très bien. Mais quand on a fini de dire ça, vous avez eu comme une sorte de lapsus qu'on reproche justement aux dirigeants africains qui sont comme dans une sorte de nostalgie des périodes moyenâgeuses où il y a un pouvoir monarchique, où tout est centralisé autour d'eux. À cela, Obama répond non, faites attention à mettre en place des systèmes qui survivent aux individus. D'ailleurs, le chef de l'État lui-même, dans une visite en Chine, il a dit, nos peuples nous survivent. Est-ce que le risque, ce n'est pas justement de faire dépendre d'un seul homme la mise en place d'un système qui après lui échappe, sur lequel plutôt que sur des institutions, sur le peuple qui doit s'approprier justement son destin? Je vous ai dit tantôt que le peuple béninois a tout compris. Et ce faisant, je disais, les Béninois vont se surprendre. Et de ne pas faire confiance aux critiques. Un peuple râle toujours. Et vous faites confiance à cela pour penser que vous pouvez tout changer, vous vous trompez. Le président Talon a lancé une machine qui a bien marché. Quel est le secteur qui n'a pas été impacté? Dites-moi. Quand on dit Bénin, par le passé, on ne connaît pas, personne ne connaît le Bénin. Ah bon, c'est où? On est obligé de dire, ah, vous connaissez le Nigeria? Ah, c'est à côté. Aujourd'hui. Et autre chose, pour ceux qui éventuellement ont entendu parler du Bénin, dire, ah, le vaudou, là où on tue les hommes. Aujourd'hui, là, le Bénin brille. Le Bénin rayonne à l'international. Et même lorsqu'il a réussi à transformer le négatif en positif, tout le monde a envie d'aller voir Vodou Days au Bénin. On est passé de 100 000 invités à 435 000 visiteurs. C'est-à-dire, même ce qui est négatif... Il y a comme un désir d'un Bénin qui marche, qui rayonne. Très bien. Mais cependant, on sent chez vous, et chez certains, je vais dire proches, admirateurs de la gouvernance Talon, comme une sorte de frayeur, de crainte, d'angoisse sur 2026, l'après 2026. Redouteriez-vous que l'opposition vous ravisse le pouvoir en 2026? L'opposition ne peut pas ravir le pouvoir parce qu'elle n'est pas organisée. Est-ce que vous ne redoutez pas des guerres fratricides au sein justement du camp présidentiel et qui pourraient porter l'estocade aux chances de ce camp de remporter l'élection en 2026? Vous savez, telles que les choses lorsque vous êtes en politique et vous n'avez pas d'ambition, vous n'avez pas votre place dans ça. Un politicien a forcément... C'est même l'ambition qui vous amène en politique. Et vous êtes sûr que votre camp survivra à ces guerres, à ces, vous savez, ces tensions, ces ambitions tant que contraires? Nous avons une chance. La chance de la mouvance, c'est d'avoir un chef d'équipe charismatique. Le jour où le président Talon suggérera un nom, sachez qu'il a déjà fait le tour de tout le monde. Lorsque Patrice Talon vous dit janvier, est-ce qu'on peut se voir demain à Parakou, comprenez que si il n'est pas déjà à Parakou, c'est qu'il est déjà à Tchaourou, avant de vous dire on se voit à Parakou demain. C'est peut-être un scoop, on ne sait jamais, c'est peut-être janvier, il est où, enfin. Donc, c'est quelqu'un, il a là. Il est dans l'anticipation. C'est Patrice Talon qui fera le choix du candidat de la mouvance. Mais c'est lui le chef d'équipe. Donc, il le fera pas seul. Les partis politiques feront quoi? Il ne fera pas seul. C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que... Il avait avoué qu'il pèserait sur ce choix. Eh bien, il va peser parce que c'est lui... Est-ce que moi, j'allais voir et M. Sounou vous dit, bon, écoute, moi je vais être candidat, tu me soutiens. Tu vas accepter? Enfin, vous n'avez pas accepté. Vous n'avez pas accepté. Donc, il faut bien que ce soit quelqu'un qui a l'influence sur tout le monde, qui puisse voir, qui peut, et qui va convaincre tout le monde, qui va tenter de convaincre tout le monde pour allier à sa vision. Et vous parlez, vous échangez. Sur vos inquiétudes tout à l'heure et sur votre peur de voir Patrice Talon parti pour le travail
qu'il a fait. Vous êtes convaincu qu'on ne peut pas trouver mieux dans la marche de notre pays? Nul n'est indispensable, on dit, mais un bosseur de la trempe de Patrice Talon, un monsieur intelligent, qui a du goût, comme Patrice Talon, on va chercher. On va chercher, on croise les doigts pour que le pays en trouve. Éric, vous regretteriez que le ministre conseiller ne se prononce pas sur la peine qui a été infligée à l'ami du chef de l'État dans cette affaire de... Vous savez, votre numéro 2. C'est regrettable. Je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est mon avis personnel. Ce n'est pas l'avis du ministre conseiller Yawédéo, mais l'avis de Janvier Yawédéo. Qui ne digeait pas l'homme. On peut ajouter cela. Oui. Mais vous savez que si ce coup d'État avait marché, que Patrice Talon serait assassiné. C'est obligatoire. C'est vous qui le dites. Oui, mais c'est obligatoire. Parce que le coup d'État aurait été organisé. Et c'est le président, le commandant de la garde républicaine qui aurait pris le pouvoir. Si le chef de l'État survivait, mais le chef d'état-major des armées, qui est le commandant de eux tous, va réagir. Il va réagir et il va s'en sortir si le chef de l'État est vivant. Donc, ce qui est arrivé, c'est d'une monstruosité rare. Et je trouve même que 20 ans, c'est peu. Je trouve, c'est moi, j'étais à la criette pour... en tout cas, que les Béninois ne me nomment jamais. Les juges ont fait le travail en fonction du code pénal. Oui, mais je trouve même que c'est peu. C'est mon avis.